Après la disparition du costume régional, il fut très difficile de retrouver les robes et fichus que portaient nos grands-mères de la fin du XVIIIe siècle à la première partie du XIXe. L'exposition de la batterie du Cap-Nègre de Sifour nous invite à recouvrer les costumes, les tissus, des objets usuels, des bijoux, ainsi que les us et coutumes du pays provençal. Les divers costumes portés par les Provençales sont adaptés aux différentes tâches et reflètent les conditions et les catégories sociales. La bugadière avec son panier et la planche pour laver le linge. La paysanne, une jupe confectionnée en rouennerie de Marseille. La poissonnière de Toulon et son costume bleu, rayé blanc, et un châle cachemire dit tartan. Un très beau costume Charles X. Le fichu est brodé au point de Beauvais. Au milieu du XVIIe siècle, Colbert crée la Compagnie française des Indes occidentales. Parmi les produits importés à cette époque, les tissus colorés et imprimés sont très recherchés. Seuls les ateliers indiens maîtrisent l'impression sur tissu à cette époque, impression grand teint, c'est-à-dire lavable et qui supporte longtemps le soleil et l'air. Marseille étant alors un port franc, de nombreux tissus indiens transitent par son port et circulent ainsi dans toute la Provence. Devant l'intérêt commercial suscité par ces tissus, nombre de personnes en Provence se sont mises à faire des imitations de tissus indiens. C'est alors le démarrage de ce qui deviendra le tissu provençal. On retrouve dans la confection des jupons de dessous et jupes de dessus, pour les paysannes, des tissus rayés de rouge ou de bleu que l'on nomme rouennerie de Marseille. Des planches pour imprimer les tissus, des tampons pour réaliser des broderies,
On appelle boutis ou broderie de Marseille les ouvrages obtenus par l'assemblage de deux étoffes de fin coton par un point avant reproduisant des motifs. Les dessins, une fois cousus, sont mis en relief par un bourrage, donnant à l'ouvrage un aspect au relief très prononcé. Le piqué de Marseille, ou piqué provençal, est le matelassage à la main d'une ouate, laine ou coton, intercalée entre deux étoffes, pouvant être en soie ou en coton, souvent imprimées de motifs provençaux. Voici la saison mignonne, voici la saison où les galons font leur choix, où les galons font leur choix. Oh Magali, ma bien-aimée, fuyons tous deux sous la ramée, au fond du bois. Il est d'usage de faire des offrandes à la mariée. Le panier représente la plénitude et le battoir à linge le labeur. La quenouille est un petit bâton garni en haut d'une matière textile que les femmes filaient en la dévidant au moyen du fuseau ou du rouet, et elle représente la fécondité. Le mari offre à son épouse, le jour du mariage, le clavier constitué d'une chaîne que la mariée porte à la ceinture. L'époux donne à sa femme la clé de la maison qu'elle suspend au clavier. Cela signifie qu'elle est désormais maîtresse chez elle. Elle suspend aussi les ciseaux à broder. La couverture de la mariée est une toile teinte à l'indigo. L'indigo est une matière tinctoriale bleue obtenue à partir des feuilles de l'indigan. Les réserves blanches sont réalisées avec une substance à base de cire qui empêcheront de fixer l'indigo. Une fois lavée, la toile présente des motifs blancs sur fond bleu. Le trousseau de la mariée était composé de nombreuses pièces que la jeune fille commençait à préparer dès son plus jeune âge. La naissance d'un enfant dans une famille était un événement empreint d'une solennité. Les amis de l'Accucciado venaient lui rendre visite et lui porter les offrandes en prononçant ces paroles. Que votre enfant soit sain comme le sel, parfait, comblé comme un œuf, bon comme le pain et droit comme une allumette. Le pétassoun, pièce piquée, était offert à la marraine pour présenter l'enfant le jour du baptême et pour se parer de tout accident malencontreux. Dans le trousseau de la mariée, la chemise de nuit pour faciliter l'allaitement est la seule pièce du costume féminin concernant la maternité. L'étoile noire ou pierre de Saint-Vincent. En Provence,
on affirme qu'il s'agit d'éclats d'une météorite. Les érudits les appellent pentagrines échinodermes. Elles sont originaires des Basses-Alpes. L'aculano, D'abord simple ruban de velours, elle s'est vite agrémentée d'une croix en or, complétée de chatons en or ou en argent, sur lesquels étaient sertis des diamants. l'ai pendant, De tout temps, les femmes ont porté des boucles ou anneaux d'oreilles. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, on faisait percer les oreilles des fillettes, cela levait les humeurs, ce qui faisait sortir les impuretés du corps, fièvre, boutons, pus. La broche. Elle était souvent assortie au pendant. Indispensable, elle assurait la fermeture du corsage et le maintien des pointes du fichu. La cuisine est la pièce à vivre. Elle comporte un élément essentiel, la cheminée, qui permet de confectionner les repas et d'apporter de la chaleur. On y trouve également la vaisselle et les objets culinaires. Parmi ceux-ci, le tian, une bassine ronde servant de pile, l'ancêtre de l'évier. La louche, qui servait à prélever l'huile dans la jarre. Le mortier en marbre, on y écrase le gros sel, mais on l'utilise surtout pour l'aïoli. La daubière, une marmite avec un couvercle en terre, formant récipient pour laisser réduire le vin. La sartan, la poêle pour griller les châtaignes. Des ustensiles divers comme des chauffe-plats, des moulins à café. Des lampes à pétrole. Pendant les longues soirées d'hiver, les paysans confectionnent au coin de la cheminée des paniers en osier. Le rouet et le fuseau attendent patiemment la maîtresse de maison. À l'époque de Noël, la crèche accompagnera la maisonnée jusqu'à l'Épiphanie. Jour après jour, les rois mages avanceront des lointaines collines vers l'enfant roi. C'est le temps des pastorales. À la sortie de la messe de minuit, il était coutume d'offrir à ses invités les 13 desserts, comme le nombre de convives de la scène, le Messie entouré de ses 12 apôtres.
C'est au XVIIIe siècle que le costume français connaît une sorte de position d'équilibre et de stabilité dans sa structure. À cette époque, les costumes régionaux développent un processus de diversification qui ira croissant au cours du XIXe siècle, sous l'effet du développement des grands magasins et la diffusion des modèles de Paris. Durant la période de l'entre-deux-guerres, le costume régional disparaîtra pièce par pièce.